Si vous êtes déjà allé au collège, vous avez tous déjà entendu parler de cette date, 496, baptême de Clovis. Et si vous êtes une personne lambda, vous devez vous dire que Clovis était le premier roi de France et pas grand chose de plus. Et c'est normal, je vois pas trop ce qui pourrait ressortir d'une date et d'un événement autant sorti de leur contexte. Clovis, ça m'évoquait pas grand chose à part un événement qui a dû avoir une importance il y a très longtemps et un prénom qui était populaire dans les années 20. Clovis, c'est le premier qui va s'imposer sur l'espace français et en faire un royaume. Il va réussir à imposer sa famille sur ce territoire pour un peu moins de 300 ans. C'est la dynastie des Mérovingiens. C'est la première dynastie des rois de France, même si on peut pas encore parler de France. D'ailleurs, ces rois se considéraient comme Rex Francorum, c'est-à-dire roi des Francs, et non pas roi de France, un peuple et pas un territoire. Des dynasties, la monarchie française, elle en a pas connu énormément. Elle en a connu 3. Les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens. Et il y a que la dernière qui va vraiment s'imposer. Les deux premières, elles vont un peu galérer à se maintenir dans le temps. Pour les deux premières dynasties, on a donc 2 blocs relativement compacts à résumer, et on va logiquement commencer par le premier, les Mérovingiens. Première interrogation, les Mérovingiens, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Un peu de contexte. Bien que s'étant scindée en 2 au cours du IVe siècle, Rome est à la tête d'un immense empire autour de la Méditerranée qu'elle s'est formée depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Au sein de cet immense empire, la Gaule est une province parmi d'autres. Elle a été conquise par Jules César entre 58 et 51 avant Jésus-Christ. Depuis l'Antiquité, on y trouvait des populations dites celtes, que les Romains appelaient les Gaulois. Ils formaient des tribus indépendantes sans réelle unité politique, mais qui se rapprochaient tout de même par des caractères ethniques semblables, tels que la langue ou la religion, le druidisme. Bien avant l'arrivée de César, ces populations nouaient déjà des relations commerciales et culturelles avec l'Empire romain, ce qui facilita en réalité les conquêtes de ce dernier. La stratégie romaine vis-à-vis des peuples conquis, c'est l'intégration. En quelques dizaines d'années, la Gaule se romanise en profondeur par un processus d'acculturation porté par les élites locales. Pour ces peuples, on va parler a posteriori de gallo-romains. En effet, si l'aristocratie gauloise voulait avoir une chance d'évoluer sous la domination romaine, elle n'avait pas d'autre choix que de monter dans sa hiérarchie, jusqu'à carrément en obtenir sa citoyenneté. Militairement, la Gaule sert de base arrière à des légions stationnées au niveau du Limès, entre le Rhin et le Danube, les frontières gauloises de l'Empire. Au-delà de ces frontières naturelles vers l'est, tous ces Celtes qui n'ont pas été soumis sont appelés les Germains, dont le monde gallo-romain se protège. La longue période de la Pax Romana, la paix romaine imposée par l'Empire sur ces territoires, s'achève au cours du IIIe siècle. Le monde romain connaît alors une grave crise, d'abord politique, mais qui va déboucher sur une crise généralisée. Récession, famine, escalade de la violence, bref, c'est plutôt rose. Pour ne rien arranger, la menace germanique profite de ce fléchissement de l'Empire pour y opérer des incursions sous la forme de pillages. La solution trouvée par Rome pour enrayer cette menace est tout simplement d'engager des Germains eux-mêmes afin de protéger les frontières de l'Empire. Ceux-ci sont désormais alliés de Rome au titre de peuples fédérés. Au IVe et Ve siècle, la pression des peuples dits barbares se fait plus forte. Un immense mouvement migratoire prend naissance en Asie, probablement pour des raisons climatiques ou démographiques. Les Huns, des peuples nomades d'Asie centrale, sont poussés vers l'ouest et provoquent l'exode de nombreux peuples sur leur passage. Les invasions barbares seraient donc en réalité moins des invasions que des fuites. Dans ces peuples en mouvement qui vont lentement pénétrer l'Empire romain, il ne faut plus voir des groupes ethniques bien définis. Influencés par les nombreuses cultures qu'ils rencontrèrent et desquelles ils aimèrent adopter plusieurs aspects, et notamment la culture romaine pour laquelle ils eurent un attrait particulier, s'il y eut un noyau ethnique originel, ça fait bien longtemps qu'il a dû se diluer dans l'agrégation de différentes populations, jusqu'aux gallo-romains eux-mêmes qui, rappelez-vous, subissent la répression et les guerres civiles. Observons ces paroles de Salvien, un auteur gallo-romain contemporain des faits. Pour ne pas périr sous la persécution publique, ils vont chercher parmi les barbares l'humanité des Romains, parce qu'ils ne peuvent plus supporter parmi les Romains l'inhumanité des barbares. Ils diffèrent des peuples chez lesquels ils se retirent, ils n'ont rien de leur manière, rien de leur langage. Ils préfèrent pourtant se plier à cette dissemblance de mœurs, plutôt que de souffrir parmi les Romains l'injustice et la cruauté. Ils n'ont pas besoin de se repentir de cet exil, car ils aiment mieux vivre libres, sous une apparence d'esclavage, qu'être esclaves, sous une apparence de liberté. En collaboration ou en opposition avec Rome, différents peuples s'établissent en royauté barbare au sein de l'Empire romain. À leur tête des chefs militaires victorieux et charismatiques, leur qualité guerrière faisant leur légitimité à diriger. La situation au 5e siècle est la suivante pour ces principaux peuples, en espérant avoir saisi la chronologie parce que c'est un peu le bordel. Les Alamans avaient traversé le Rhin et s'étaient installés en Alsace actuelle, non loin de leur point d'origine. Les Visigoths, eux, finissent par se fixer en Aquitaine, dans le sud-ouest de la Gaule, puis plus tard jusque dans la péninsule ibérique. Ils sont les premiers de ces grands peuples fédérés. Pourtant, en 410, ce sont bien eux qui saccagèrent Rome elle-même au cours de leur errance. Les Suèves traversent toute la Gaule en la pillant avant que Rome ne leur négocie le statut de fédéré au nord-ouest de l'Espagne. Les Vandales, eux, ne s'attardent pas en Espagne et préfèrent s'installer en Afrique du Nord-Est au titre de fédéré, puis plus tard en Sardaigne, en Corse et dans les îles Baléares. Quant aux Burgondes, ils se fixent en Gaule du Sud-Est, également au titre de fédéré. Au nord, Angles, Saxons et Jutes s'installent eux progressivement en Bretagne. En choisissant d'intégrer certains de ces peuples envahissants à son empire, Rome tenta vainement de contenir les affrontements. Mais en réalité, elle facilita l'installation
l'installation et l'intégration de ceux qui allaient bientôt la remplacer. Un autre peuple barbare fut toujours un fervent allié de Rome. Il s'agit des Francs, qui avaient profité des troubles pour progresser jusqu'en actuelle Belgique autour de Tournai. En 451, c'est notamment avec leur aide, ou encore celle des Visigoths, que l'armée romaine, même si plus germanique que romaine, parvient à repousser les Huns toujours hostiles lors de la bataille des champs cataloniques. Mais face à la pression de tous ces peuples barbares, la partie occidentale de l'Empire, qui croulait déjà sous les difficultés depuis bien longtemps, finit par céder. Le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, est destitué en 476 par un chef barbare, Odoacre. Il établit ainsi son royaume en Italie. Finalement, les Ostrogoths, menaçant l'Empire byzantin, sont redirigés vers l'Italie qu'ils prennent à Odoacre. Son royaume est remplacé en 493 par le royaume ostrogothique. Son roi, Théodoric, représentant symbolique d'un pouvoir impérial en Occident qui n'existe plus, nourrit alors le souhait d'unifier la mosaïque de royautés barbares qui l'a remplacé. Mais ce n'est pas d'Italie que renaîtra l'unité, mais d'un autre royaume au nord de la Gaule. En 481, un roi franc, Clovis, hérite du royaume de son père, Childéric, basé donc autour de Tournai. En plus des Visigoths, des Burgondes et des Alamans, on trouve également en Gaule une autre tribu franque, celle des Francs rhénans, ainsi que le dernier bastion du pouvoir romain déchu en Gaule, situé entre la Somme et la Loire, avec pour capitale Soissons et dirigé par le général romain Syagrius. Alors que depuis longtemps la tribu des Francs-Saliens entretenait de bonnes relations avec Rome, quelques années après son accession au pouvoir, Clovis décide de changer de politique en profitant du désordre ambiant afin d'attaquer le royaume de Syagrius. Ce dernier est défait en 486 lors de la bataille de Soissons. Fort de cette première victoire, il va par la suite parvenir à affirmer son pouvoir sur les autres rois francs. Il choisit de s'allier aux puissants Burgondes en se mariant avec une de leurs princesses, Clotilde. Entre 496 et 506, il repousse les Alamans venus de l'Est lors de la bataille de Tolbiac. Et en 507, il conquiert par la victoire de Vouillé l'immense territoire aquitain des Visigoths, qu'il confine dans la péninsule. À la mort de Clovis en 511, pratiquement l'ensemble de la Gaule est passé sous le contrôle des Francs. Mais comment un chef barbare a-t-il pu prendre un tel ascendant sur un si grand territoire? Pour le comprendre, il faut saisir l'importance de l'alliance qu'il va nouer avec l'Église. Après avoir fait l'objet des persécutions de l'Empire, le christianisme devient licite en 313 par l'édit de Milan sous Constantin, puis finit par devenir religion d'État en 380 par l'édit de Thessalonique sous l'empereur Théodose, établissant une forte complicité entre les pouvoirs temporels et spirituels. Mais après la chute du premier, que restait-il en Gaule pour l'encadrer? L'Église, qui se pensait déjà comme une institution étatique. Le personnel ecclésiastique réparti sur tout le territoire permet à un cadre administratif de survivre à la chute de l'Empire, et elle est la seule force d'encadrement qu'il va rester face aux chefs barbares qui veulent aussi s'imposer. D'abord païens, les peuples barbares qui vont se convertir au christianisme vont d'abord le faire par le biais de l'arianisme, condamné comme hérésie par le concile de Nicée de 325. Malgré le cas des Vandales, persécuteurs des catholiques, la plupart se montrent cependant tolérants, ce qui est particulièrement le cas des Burgondes. La femme de Clovis, Clotilde, était d'ailleurs une princesse burgonde convertie au catholicisme. Déjà abordée par l'évêque Rémy de Reims dès le début de son règne, Clovis va de plus être régulièrement incité par sa femme à délaisser sa religion païenne pour le catholicisme. Il n'acceptera de le faire qu'après la bataille de Tolbiac contre les Alamans que j'ai déjà évoquée. Cette bataille, elle va d'abord mal tourner pour Clovis. Voyant que ses dieux païens ne lui sont d'aucune aide et alors que tout semblait perdu, Clovis aurait fini par accepter de faire appel aux dieux chrétiens dont lui parle si souvent sa femme et prononce son vœu de conversion en cas de victoire, qu'il obtient aussitôt. Cette histoire, bien plus symbolique que vraisemblable, ne nous est connue, comme toute la vie de Clovis, presque uniquement que par l'œuvre de Grégoire de Tours, évêque de Tours, et qui a vécu relativement peu de temps après Clovis. Petit extrait pour se donner une idée du ton du texte. Attention, ce texte a pu faire l'objet de certains, voire d'énormément d'embellissements, à manier avec précaution. Il arriva que le conflit dégénéra en un violent massacre, et que l'armée de Clovis fut sur le point d'être complètement exterminée. Ce que voyant, il leva les yeux au ciel, et le cœur plein de componction, ému jusqu'aux larmes, il dit « Ô Jésus, je sollicite dévotement la gloire de ton assistance. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, je croirai en toi, et je me ferai baptiser en ton nom. J'ai invoqué mes dieux, mais ils se sont abstenus de m'aider. C'est toi que j'invoque maintenant. C'est en toi que je désire croire, pourvu que je sois arraché à mes adversaires. » Comme il disait ces mots, les Alamans, tournant le dos, commencèrent à prendre la fuite. Suivant sa promesse, Clovis se fait baptiser à Reims par l'évêque Rémy, le 25 décembre d'une année incertaine comprise entre 496 et 506, et non en 496 de manière certaine comme on vous l'a sûrement tous appris. Plus qu'un acte personnel, c'est un acte véritablement politique que Clovis a opéré en acceptant cette conversion, ciment d'une coopération efficace entre élite franque et élite gallo-romaine catholique. De manière pragmatique, l'Église est l'appareil étatique le plus abouti à l'époque, et obtenir son appui est un très bon calcul politique, puisqu'il va lui permettre de bénéficier du soutien de tout un appareil administratif préexistant facilitant le contrôle. Les évêques, plus que tout autre, avaient en effet une influence capitale sur la population. Après
Après la mort de Clovis en 511, ses fils perpétuent sa politique. Au cours des 2 décennies suivantes, ils étendent l'autorité franque à l'ensemble de la Gaule, en prenant notamment la Burgondie pour de bon. Ils contrôlent un territoire, le Regnum Francorum, soit le royaume des Francs, et il est unifié sous une même dynastie, celle des Mérovingiens. Malheureusement, une pratique va leur être fatale sur le long terme, celle du partage du royaume du père entre les descendants mâles comme pratique successorale. Coutume germanique ou legs de l'Antiquité tardive, la question ne semble pas être réglée. Il n'en reste qu'à la mort du souverain, chaque fils peut se considérer comme roi et reçoit une part du royaume. Sur la fin de son règne, le dernier fils de Clovis, Clotaire, parvient à récupérer tout le royaume franc, ses frères ayant trouvé la mort avant lui. À sa mort en 561, le royaume se retrouve divisé une nouvelle fois entre ses fils à lui. Charibert reçoit le territoire en rose, Chilpéric le territoire en jaune, Gontran le territoire en bleu et Sigebert le territoire en vert. Bon, déjà on peut constater qu'ils avaient vraiment des blases de merde à l'époque. Peut-être que le partage ne vous paraît pas très égal, et vous avez raison. Et ça va être pire après la mort de l'un des frères, Charibert, et alors que les autres frères vont vouloir récupérer son territoire. Il y a autre chose qui va porter préjudice aux Mérovingiens, c'est la faiblesse de leur système judiciaire. Le pouvoir central n'étant pas assez fort pour appliquer une justice supérieure, les procès ont bien souvent du mal à se réaliser, la faute notamment à la personnalité des lois. Par la force des choses, c'est un mode de justice privé qui va s'appliquer à la société, celui de la Fed. Alors que la société germanique était fortement basée sur un système d'alliance, la vengeance d'un membre agressé ou lésé va découler d'une sorte d'obligation morale. Généralement exercée de manière graduelle, selon l'historien Bruno Dumézil, il ne faut pas voir dans ce système, je cite, une incitation à la violence quotidienne, mais plutôt un équilibre de la terreur. Pourtant, ce système va parfois dégénérer et entraîner des cycles de vengeance perpétuelle, ce qui va notamment être le cas au sein même de la famille royale. En 570, 60 ans après la mort de Clovis, les tensions vont finir par exploser pour tout un tas de raisons que je vais essayer de vous résumer compendieusement. Oui, compendieusement. Donc, Clotaire il a 4 fils, mais seulement 2 nous intéressent ici. Chilpéric, marié à je sais pas qui, et Sigebert, avec Brunho. Chilpéric est jaloux du mariage de son frère. Il répudie donc sa première femme et se marie avec la sœur de Brunho, Galsvint, alors qu'il a déjà une maîtresse, Frédégonde. Bail chelou, Frédégonde, jalouse de n'être que la maîtresse, va faire assassiner Galsvint en 568, mais Brunho va réclamer vengeance. La situation dégénère et pendant quelques dizaines d'années, ça va être la guerre civile dans le royaume. De nombreux membres de la famille royale se font assassiner. On parle de fête royale, et l'unité du royaume est fortement menacée. De ces difficultés intestines vont s'affirmer plusieurs entités politiques, des sortes de sous-royaumes, sans que l'existence du royaume franc ne soit remise en question. En plus de l'Aquitaine et de la Bourgogne déjà évoquées, on va alors trouver la Neustrie au nord-ouest, le berceau du royaume franc et le plus puissant, et l'Austrasie vers l'est, qui va le premier manifester son particularisme. Dans cette guerre, Brunho va parvenir à prendre l'ascendant, jusqu'à être à la tête d'un royaume quasiment unifié. Depuis une trentaine d'années, elle fait perdurer les conflits. Parallèlement, l'aristocratie qui participe largement aux alliances a gagné en pouvoir face à l'affaiblissement des pouvoirs royaux qui ne font que s'entretuer. C'est en collaborant avec elle que Clotaire II, fils de Chilpéric et de Frédégonde, va parvenir à mettre la main sur Brunho. Capturée et livrée au roi, elle est mise à mort en 613, attachée à un cheval lancé au galop, mettant finalement fin à la fête royale. Suffisait de demander, si Clotaire II est parvenu à reprendre le pouvoir sur le royaume franc, c'est bien grâce à l'aristocratie. Et pour le pouvoir royal, cette coopération semble désormais indispensable. Sous les Mérovingiens, le sommet de l'aristocratie, c'est celui qu'on appelle le maire du palais, ou maiores domus, le palais correspondant à la résidence royale. Il est le personnage le plus haut placé dans l'entourage du roi, il est son principal conseiller et l'aide à administrer son domaine. C'est un homme politique très important puisqu'il participe activement au pouvoir. Avec tous ces événements, cette fonction va considérablement prendre en importance. Chaque monarque est accompagné dans l'exercice de son pouvoir de son propre maire du palais. Le problème, c'est qu'après Dagobert Ier, le dernier grand roi mérovingien qui meurt en 639, les maires du palais vont réellement commencer à supplanter le pouvoir royal. Parfois, ils vont même avoir une politique distincte de leur souverain et contribuent à mettre en place ou à destituer des rois qui ne sont bientôt plus que symboliques. Une famille aristocratique va particulièrement s'illustrer, celle des Pipinides. Pépin de Landen, des Pipinides, et Arnoul de Metz, des Arnulfiens, font partie de ces aristocrates qui ont aidé Clotaire II à se débarrasser de Brunho. En récompense, ce dernier leur a donné des postes importants, maire du palais d'Austrasie pour Pépin et évêque de Metz pour Arnoul. Le fils du second épousa la fille du premier, et tous deux eurent un fils, Pépin II de Herstal, qui récupère la mairie d'Austrasie. Les tensions entre la Neustrie et l'Austrasie sont alors toujours vives, mais lorsque Pépin de Herstal vainc les Neustriens à Tertry, non loin de Saint-Quentin, il met fin à ces guerres. Mais il ne s'arrête pas là et en profite pour capturer celui qui sert de roi en Neustrie, Thierry III, et met ainsi la main sur tout le royaume en s'accaparant les mairies de Neustrie et d'Austrasie.
À ce moment-là, les rois ne servent vraiment plus à grand-chose. Ce sont les maires du palais qui possèdent la réalité du pouvoir et ils se choisissent eux-mêmes des rois à se mettre sur le trône afin de se donner un semblant de légitimité. En plus de se voir retirer tout leur pouvoir, ces rois étaient tous très jeunes, leur règne très bref et se succédaient les uns aux autres. Dans ces conditions, difficile de s'imposer, et d'autant plus avec la propagande pipinide qui joue en leur défaveur. L'histoire aura retenu de ces derniers rois mérovingiens leur caricature, celle de rois fainéants se déplaçant sur de lourds chars traînés par des bœufs. Mais bon, les pauvres, ils pouvaient pas y faire grand-chose. Eguinard, un intellectuel contemporain de Charlemagne, évoquera plus tard ces rois en ces termes. Richesse et puissance étaient aux mains des maires du palais qui disposaient du pouvoir suprême. Il ne restait au roi qu'à se contenter de son titre, assiégé sur son trône, la chevelure longue et la barbe pendante. En dehors de ce titre inutile, il ne possédait plus grand-chose, quoi. Pépin de Herstal meurt en 714 et c'est son fils, Charles Martel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler au cours d'un repas de famille, qui va lui succéder à la mairie du palais. Comme ses prédécesseurs, il se nomme son roi, mais duquel il n'accorde pas même d'importance à son avis. En 732, il parvient à repousser les conquérants musulmans qui tentaient de s'emparer de la Gaule depuis l'Espagne, déjà sous leur contrôle. Défenseur de la chrétienté, l'alliance de choix avec la papauté se dessine au loin. Charles Martel sut tirer parti de cette victoire, et jugeant avoir obtenu sa propre légitimité, il ne va même plus se donner la peine de placer un nouveau roi sur le trône par la suite. S'ouvre une période de vacances du pouvoir royal, qui malgré la situation reste encore le privilège des Mérovingiens. Charles Martel meurt en 741, il laisse deux héritiers qui se partagent le royaume, Carloman et Pépin le Bref. Eux décident tout de même de replacer un roi sur le trône, un certain Childéric III. Les deux frères luttent quelque temps pour s'affirmer sur leur territoire, tant qu'un des deux, Carloman, finit par se retirer dans un monastère tant il éprouve de remords après avoir causé un véritable massacre. On imagine bien que son frère, Pépin, ait pu l'inciter à le faire, puisqu'il a désormais tout le royaume pour lui tout seul. Et chose qui n'avait jamais réellement été faite jusque-là, il ambitionne de s'accaparer la dignité royale. Mais il reste à Pépin le Bref la tâche de légitimer ses ambitions, et notamment auprès de l'aristocratie. Pépin se tourne alors vers la papauté, qui exerçait une puissante autorité spirituelle sur la chrétienté occidentale. Le soutien du souverain pontife constituerait une source de reconnaissance privilégiée. C'est ainsi qu'en 749, le maire du palais fait envoyer une ambassade à Rome à destination du pape Zacharie. Cette célèbre interrogation au sujet des rois francs lui est soumise. Qui est légitime au trône? Celui qui exerce la réalité du pouvoir, mais sans en posséder le titre, ou celui qui le possède, mais qui n'exerce dans les faits plus aucun pouvoir? La réponse du pape lui offrait la légitimité tant souhaitée. Il vaut mieux appeler roi celui qui a, plutôt que celui qui n'a pas le pouvoir royal. Elle était notamment influencée par la menace lombarde en Italie. Ainsi, l'alliance profitait à la papauté, qui se trouvait son bras armé en la personne de Pépin le Bref, et à ce dernier, qui se trouvait une autorité morale spirituelle supérieure se rangeant de son côté. Avec l'aval du pape et de Dieu donc, Pépin le Bref dépose et fait tonsurer en 751 son roi Childéric III, qu'il renvoie dans le monastère d'où il l'avait sorti 8 ans plus tôt. C'est bel et bien la fin de la dynastie des Mérovingiens. En bref. Très bref. Après les conquêtes de Jules César, la Gaule se romanise rapidement. Sa population est désormais gallo-romaine. Lorsque le monde romain entre en crise, il ne parvient pas à résister à la pression des peuples barbares, celtes non romanisés à l'est de la Gaule, qui s'installent sur son territoire. Rome tente de les intégrer, mais l'Empire finit inéluctablement par chuter en 476. À la suite de quoi, Clovis, roi des Francs de 481 à 511, parvient par la force et les alliances à imposer son autorité sur la majorité de la Gaule. Son alliance avec l'Église et sa conversion au catholicisme jouèrent dans cet essor. Elles amorcent l'étroite collaboration que la royauté française lia toujours avec l'Église, elle qui opère un contrôle fondamental sur la société. Mais la pratique du partage du royaume à la mort du souverain entre ses fils est source de conflits et amoindrit le pouvoir royal qui se désunit en même temps que son royaume. De plus, un système de vendetta, la Fède, n'aide pas à calmer les conflits, si bien que lorsque les tensions explosent, la royauté franque entre dans une période de guerre civile, la Fède royale. L'aristocratie franque parvient à tirer parti de cet affaiblissement du pouvoir royal, elle parvient à gagner en pouvoir. Dans ce processus, le maire du palais joue un rôle central. Il est le bras droit du roi, et avec le temps, il va finir par se substituer à lui. C'est la famille aristocratique des Pipinides qui va jouer ses cartes. Le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, parvient à obtenir l'aval du pape dans son entreprise, et s'accapare la dignité royale. Il fait déposer le dernier roi mérovingien, 270 ans après l'avènement de Clovis.